Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Quoi de neuf. Alors qu'est-ce que c'est le segment? Eh bien c'est un des segments que je préfère faire sur la chaîne parce que je fais un retour de tous les jeux que j'ai joués au mois de septembre et je vous en parle en rafale. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Alors, comme à l'habitude, je vais commencer avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Alors, au courant du mois de septembre, j'ai joué 27 parties de 13 jeux différents et là-dedans, il y en a 7 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, un mois relativement raisonnable en termes de nombre de parties, mais je dirais qu'il y a eu une très belle qualité de jeu et j'ai pu essayer justement des nouveaux titres qui m'ont quand même intéressé. Alors, je vais commencer immédiatement ma revue du mois avec une soirée de jeux que j'ai fait avec Joe, anciennement de la chaîne. Donc, c'est toujours le fun de pouvoir faire des soirées avec lui et ça m'a permis de pouvoir jouer à quelques jeux. Entre autres, un jeu qui s'appelle Lamaland. Alors, Lamaland est un jeu que j'attendais impatiemment de pouvoir essayer et que je vais probablement aller me chercher une copie parce que c'est un petit jeu relativement simple. On se le cachera pas, le visuel de la boîte fait très simpliste, un jeu de placement de tuiles. Mais c'est un jeu du designer Phil Walker Harding, qui est un designer que j'adore, qui fait jamais des gros jeux. D'ailleurs, de ces jeux qui sont connus, Baron Park ou encore Gizmos, il a fait un paquet de petits jeux comme ça. Souvent des petits jeux qui ont un petit côté de... pas nécessairement tout le temps de engine building, mais qui ont un petit côté intéressant, un petit côté accessible aussi, parce que c'est des jeux qui sont habituellement pas très complexes. Et là, certaines personnes vont dire qu'ils vont peut-être manquer de profondeur, mais moi, de mon côté, je me dis que c'est des jeux qui sont faciles à sortir. Donc, dans le cas de Lamaland, c'est un jeu où on va placer des tuiles et on va tenter de pouvoir placer nos petits lamas. Et là, ce que j'ai aimé, c'est vraiment qu'on va placer des tuiles, on va essayer de recouvrir d'autres tuiles en étage et on va tenter de remplir certaines conditions comme ça qu'on va avoir. J'ai trouvé que c'est un petit jeu sympathique, très facile à jouer. Le matériel est de très bonne qualité, des belles tuiles. Il y a vraiment beaucoup de tuiles d'ailleurs dans le jeu. C'est pas un jeu qui est très long, c'est pas un jeu qui est très complexe. Je pense que c'est un jeu qui se vise quand même un jeu familial, mais qui a quand même une petite dose intéressante, là. Encore une fois, j'ai joué une partie, mais j'ai quand même hâte d'y rejouer. Je continue avec un autre jeu qui s'appelle Brew. Et là, Brew, c'est drôle parce que, bon, bien entendu, le jeu Brew, on va faire des potions. Et là, les potions sont une certaine partie, mais on va également avoir un côté où on va devoir faire de la majorité, donc des espaces. On va essayer de faire des majorités, justement, dans différentes localisations, donc différentes forêts. Bon, en gros, le thème est un peu bizarre. Je pense que ça aurait probablement pu s'appeler, si jamais il y aurait eu la licence Pokémon, parce que il y a un paquet de petites créatures bizarres qui ressemblent étrangement à des Pokémon. Mais en gros, dans Brew, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va avoir des dés qu'on va pouvoir utiliser pour placer sur certains territoires et on va tenter de justement contrôler des majorités de territoires, c'est le mot que je cherchais tantôt. Et en plus de ça, on va collectionner des ingrédients qui vont nous permettre de pouvoir concocter des potions. Et là, chacun de notre tour, on va pouvoir justement utiliser un dé, boire une potion pour faire différents effets. J'ai trouvé que le jeu, bon, certains on a joué à 2 joueurs, c'est un jeu de territoire, de contrôle de territoire. Je dirais que j'ai trouvé le jeu bien, c'était intéressant, c'est pas un jeu que j'ai trouvé exceptionnel. Comme je disais, le thème est un peu bizarre. C'est un jeu qui a quand même des bonnes idées, qui est quand même intéressant, mais je pense pas que ça va être vraiment un jeu que je vais tenter d'acquérir. Mais justement, c'est ce qui est le fun parce que habituellement, je joue souvent avec mes jeux ou je vais proposer mes jeux. Donc de pouvoir jouer justement avec Joe et de pouvoir avoir d'autres jeux, me les faire montrer aussi, j'ai trouvé ça quand même très agréable. Un autre jeu que j'ai joué, mais celui-là, c'est moi qui le montrais à Joe, c'est le jeu Furnace. Et là, Furnace, vous allez probablement m'entendre en parler un peu plus. Premièrement, c'est un jeu qui est écrit sur la boîte, un engine building game. Donc, c'est vraiment à la base ce qui m'intéresse dans le jeu de société. Mais comme beaucoup de engine builder accessibles, Furnace va peut-être souffrir du manque de rejouabilité. Et là, je m'explique. J'ai joué 3 parties à date. J'ai pas l'impression d'avoir fait le tour du jeu, mais j'ai l'impression que le jeu a tenté de choisir entre l'accessibilité et la rejouabilité et qu'ils ont pris un jeu qui était plus accessible. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans Furnace? Eh bien, on va tenter de devoir fabriquer une machine. Et là, le jeu vient avec un mode de base et un mode expert. Je vous conseille fortement de commencer immédiatement avec le mode expert. On s'entend, c'est pas un jeu qui est nécessairement très complexe. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le jeu se fait en 2 parties. La première partie va être une espèce de mise à l'enchère. Et là, l'enchère est très intéressante parce qu'elle est faite avec des jetons avec une valeur. Et là, on va pouvoir choisir une carte. Et là, on a des jetons valeur 4, 3, 2 et 1.
Donc, lorsqu'on va placer un de nos jetons, si jamais on a le jeton avec la valeur la plus élevée, on va remporter la carte à la fin de la période d'enchère. Mais si on n'a pas le jeton le plus élevé, donc on ne remporterait pas la carte, on va retirer des bonus de ressources. Donc, toujours une espèce de question de est-ce que je veux vraiment la carte? Est-ce que je veux plus le bonus? Est-ce que l'adversaire va venir me voler la carte ou encore me laisser les bonus comme ça? On ne pourra pas avoir toutes les cartes qu'on veut. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que même à 2 joueurs, il y a un système d'un demi-player, donc un joueur neutre, qui va étrangement nous mettre des bâtons dans les roues très souvent. Et là, c'est très aléatoire. On va brasser un dé, on va placer ces jetons comme ça, mais j'ai trouvé que c'était bien pensé. Et l'aspect de pouvoir faire une mise d'enchère comme ça, sans payer de l'argent, des choses comme ça rajoute vraiment un cachet très intéressant au jeu. Et la deuxième partie, justement, avec ces cartes-là qu'on va avoir, on va tenter de devoir générer des ressources pour pouvoir les convertir. Et là, c'est l'aspect que j'aime souvent, produire des ressources, convertir ça en points. Mais la variante expert, en tout cas, comment que le jeu devrait se jouer, eh bien, lorsqu'on va acquérir une carte, on va choisir où qu'on va la placer dans notre chaîne de production. Et là, on va, après qu'on ait placé, justement, acquis nos cartes, on va activer de gauche à droite toute notre production. Donc, on commence avec une carte, on va peut-être produire des ressources. Avec ces ressources-là, on va pouvoir les convertir. On va faire d'autres choses. Et là, on y va comme ça. Parce que la version de base, on peut activer les cartes dans l'autre qu'on veut, mais j'ai trouvé que la version experte donnait vraiment un cachet très intéressant au jeu. C'est un jeu que je vais vous parler probablement plus. Je vais probablement faire une vidéo sur ce jeu-là. C'est vraiment un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais encore une fois, il faut pas se le cacher. Je me mettrai pas la tête dans le sable. C'est un jeu qui va peut-être demander d'avoir une extension pour pouvoir offrir plus de rejouabilité parce que, ultimement, on va probablement voir les mêmes combines arriver. Ceci dit, moi, ça me dérange pas et ça fait en sorte que c'est un jeu que je peux facilement sortir et quand ça gratte en plus le petit côté d'engine building, je suis toujours content. Je vais continuer avec une autre soirée de jeu que j'ai fait et cette fois-ci, on était 4 joueurs, une chose que je ne fais pas souvent des soirées à 4 joueurs, mais j'ai eu la chance d'avoir des bons amis avec moi, donc de pouvoir partager des parties et j'ai sorti un des jeux que j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, le jeu Franchise. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo de mes jeux à 5 joueurs favoris. 5 joueurs, c'est très très rare que j'y vais. Et j'avais sorti Franchise. Et lorsque on se demandait un peu quel jeu sortir, parfait, beaucoup de joueurs, bon, même si on était 4, j'ai sorti Franchise. Donc, encore une fois, Franchise, c'est un jeu économique où on va tenter de contrôler différentes zones pour pouvoir étendre notre empire de franchise commerciale. Donc, que ce soit une buanderie ou une place, pratiquement un McDonald's, mais ultimement, tous les joueurs vont devoir travailler, tenter d'étendre leur marché et de pouvoir essayer d'aller chercher des parts de marché. Donc, on va essayer de saturer certains marchés pour pouvoir faire des points. Et je trouve toujours que c'est un jeu très intéressant. C'est certain que le jeu est vraiment plus agréable encore une fois à 5, mais même à 4, et là encore là, oui, il peut jouer avec 2 ou 3 joueurs, mais c'est vraiment pas la situation intéressante, la meilleure pour profiter du jeu à son plein potentiel. Ceci dit, Franchise, un jeu vraiment, vraiment original que j'aime beaucoup. Je continue avec un autre jeu qu'on a joué, c'est le jeu Horrified. Alors, Horrified est un jeu coopératif dans la veine un peu des pandémies. Là. Je dirais qu'ultimement, la plupart des jeux coopératifs de ce type-là, on va se déplacer sur un plateau, d'essayer de générer certaines conditions, mais là, le thème tourne autour des créatures. Donc, Horrified, c'est les monstres, si on veut, les monstres classiques, là, vampire, le Dracule, vampire, après ça, le loup-garou, le monstre du marais, des choses comme ça. Et ces monstres classiques-là vont tenter de terroriser les villageois et on va devoir remplir certaines conditions en allant à certains endroits et on va tenter d'essayer de retirer certains objets, certaines choses pour pouvoir aller les vaincre. Et là, chaque monstre a ces petits mini-jeux qu'on va faire pour essayer de le vaincre. Donc, différentes conditions, différentes choses qu'ils vont faire. J'ai trouvé que c'est un jeu coopératif intéressant. Encore une fois, le syndrome du joueur alpha peut souvent être là, voyant que si un joueur connaît un peu plus le jeu que les autres, il va pouvoir plus facilement discerner qu'est-ce qui est la bonne chose à faire. Ça reste un jeu intéressant. C'est un jeu que j'ai bien aimé. J'ai quand même bien aimé ma partie. On était bien entourés. C'est probablement pas un achat pour moi, mais j'ai vraiment trouvé que le jeu était sympathique. Je trouve déjà ça plus fun que Pandémie. Mais encore une fois, je suis pas nécessairement le public pour ce type de jeu-là. Je sais pas, j'ai quelque chose qui me tanne un peu. J'aime beaucoup les jeux coopératifs, mais ce type de jeu-là, je trouve que ça revient souvent du pareil au même. Je continue avec un jeu qui, celui-là, n'était pas nouveau. C'est un jeu que j'ai joué beaucoup, mais je l'ai ressorti, ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti. Shards of Infinity. Alors, Shards of Infinity, on se le cachera pas, tire beaucoup de son ADN de Star Realm, ou encore de Hero Realm, ou encore un tout bon deck builder avec une rivière de cartes qu'on va prendre. Donc, dans Shards of Infinity, on va tenter de devoir vaincre les autres en ayant, justement, avec un système de deck building. Donc, à chaque tour, on va jouer des cartes qui vont nous donner de l'attaque, qui vont nous donner des ressources pour pouvoir aller chercher des nouvelles cartes. Parce qu'à la base, le jeu se ressemble vraiment. Les jeux sont vraiment... Ils font rien de nouveau.
mais dans tous ceux-là. Et j'ai toujours de la misère à savoir lequel que je préfère. Parce que Star Realm, au départ, avait beaucoup plus d'extensions, ça faisait en sorte qu'il se démarquait des autres. Mais là, Hero Realm, avec son thème médiéval fantastique, avec les decks, les campagnes aussi qu'il y a, rajoutait quelque chose. Et Shards of Infinity manquait quelques extensions. Et là, ça fait peut-être trois petites extensions qui sortent. Et là, j'ai acheté la dernière, parce que je le tiens à jour. Et j'ai vraiment trouvé que le jeu est très intéressant. Parce que oui, c'est un deck builder traditionnel un peu, mais je trouve que le système de jeu est très bien fait. Et malgré le fait qu'il ressemble beaucoup, les extensions viennent rajouter des petites choses intéressantes, que ce soit des pouvoirs qu'on débarre à certains moments de la partie, des artefacts spéciaux qu'on va pouvoir accéder justement une fois dans la partie, quand on arrive à un certain niveau. Et j'ai trouvé que le thème est vraiment super bien, un thème très très Shadowrun, très très genre futuriste, sci-fi, un peu presque de la magie. C'est vraiment très 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 Shadowrun, je pense, comme univers, malgré le fait qu'il tire pas sa licence de là. Mais Shards of Infinity, vraiment un deck builder super, c'est un jeu facile à sortir, c'est un jeu qui est le fun et je pense que c'est quand même pratiquement mon favori de ce groupe-là. Je continue avec un jeu que je vous ai parlé sur la chaîne et que je viens de commencer. Et là, d'ailleurs, sur la chaîne, si vous avez écouté ma vidéo, vous allez pouvoir avoir mes impressions à ce moment-là. Mais c'est la nouvelle version de Descent Legends of the Dark. Alors, je le sais, Descent, c'est un gros jeu, c'est un jeu qui est très coûteux et c'est un jeu également avec une application qui est très présente. Et là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont décrocher et il y a beaucoup de gens qui vont pratiquement détester le jeu avant de l'avoir essayé, de par ces éléments-là. Bon, oui, le coût, oui, l'application. Et encore une fois, je suis pas pour que tous les jeux deviennent des applications. Mon but de jouer à des jeux de société, souvent, c'est pour décrocher de la technologie. Et lorsque Descent nous présente un jeu avec une application très forte, qui vient très, très prenante dans le jeu, il y a beaucoup de gens qui vont être rapides à vouloir le jeter en dessous du tapis et à dire « Ok, non, ça m'intéresse pas ». Mais j'ai vraiment trouvé que l'application était vraiment incroyable. Ça fait vraiment une ligne très mince entre le jeu vidéo et le jeu de société. Et si c'est occasionnel, que ce soit un jeu de temps en temps qui fait ce genre de choses-là, je suis totalement d'accord parce que le jeu fait énormément de choses qu'un jeu de société ne pourrait jamais faire. Donc, par exemple, avec le modèle de quête, de campagne qu'on va faire, on va acquérir, oui, des objets qui vont être des cartes, des choses comme ça, mais il va y avoir beaucoup d'objets qui ne seront pas physiques. Donc, ce ne sera pas nécessairement des choses qu'on va avoir, des herbes, des éléments pour faire des recettes, des choses comme ça, des minerais, et là, on va pouvoir construire des armes, fabriquer des recettes qui vont nous donner des objets, des choses comme ça, et tout est géré par l'application. Encore une fois, ça reste qu'il y a quand même l'élément de jeu de société qu'on va brasser les dés, on va les entrer dans l'application, on va justement déplacer nos personnages physiquement, déplacer les monstres qui vont nous attaquer, mais j'ai trouvé que l'application était vraiment, vraiment bien faite. Mais encore là, il faut faire attention, on n'est pas à l'abri des problèmes technologiques. D'ailleurs, la première partie qu'on a fait, on a vraiment adoré notre scénario, mais à la fin de la partie, sur la tablette de mon ami avec lequel on jouait, on a eu un bug et ça a fait en sorte qu'au début, qu'il y ait une cinématique et ça l'a bugué. Donc, à la fin du tableau, on arrivait qu'on était pris. J'ai finalement pris un autre appareil mobile. On s'est rendu là en utilisant, pas en trichant, mais en faisant avancer un peu l'application et pour voir quelle était la suite. J'ai vraiment hâte de voir continuer la campagne. Il n'y a pas beaucoup de jeux campagne. La plupart des jeux de campagne, je me dis comme, je vais la faire. Finalement, je fais 3-4 parties. Puis là, le jeu tombe un peu aux oubliettes. Je vais y retourner un peu plus tard. Mais Descent, j'ai vraiment la ferme conviction de vouloir continuer cette aventure-là. J'ai vraiment trouvé ça le fun. C'est certain que je le joue à 2 joueurs, avec 2 personnages chacun. Je trouve que ça permet de la variété. Je sais pas si à 3 ou 4 joueurs, comment que ça serait de jouer avec d'autres, avec l'application qui est présente comme ça. Mais à 2 joueurs, on peut s'installer, voir l'application ensemble et ça fait en sorte que le jeu est vraiment, vraiment, vraiment super. Sérieusement, Descent. Pour y avoir joué, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler à travers leur chapeau sans y avoir joué. Puis encore là, c'est correct, c'est pas pour tout le monde. Je dis pas à tout le monde d'aller s'acheter ce jeu-là non plus. Mais il faut lui donner une chance et j'ai vraiment trouvé que c'était impressionnant le résultat. Le dernier jeu que je veux vous parler, déjà la fin, ça n'a pas été un quoi de neuf très très long. Le dernier jeu que je veux vous parler, et oui, à la fin, je garde toujours un petit espace pour parler de Warhammer. Et là, cette fois-ci, c'est une version 2. Donc, il y avait le jeu Kill Team, qui d'ailleurs a été un des premiers jeux qui m'avait vraiment amené vers cette partie-là du hobby, à cause que, bon, c'était des équipes un peu plus petites, c'était pas des grosses armées, c'était des équipes plus petites, et c'était un système de jeu qui est comme un peu simplifié, un peu à petite échelle, mais avec du recul, je me rends compte que ce système-là, malgré le fait que je l'aimais beaucoup, était vraiment, vraiment pas idéal pour ce type de jeu-là. Et là, ils ont décidé de faire une refonte de Kill Team, donc Kill Team 2 ou la version 2021, avec une nouvelle boîte de base. Et là, ils ont revampé complètement les règles. Donc, avant, Kill Team était une version un peu allégée du vrai jeu, donc de Warhammer 40 000. Mais là, ils ont vraiment pris des éléments propres à lui et ils ont vraiment transformé le jeu de manière à le rendre
tellement dynamique. Alors, j'ai joué 3 parties de Kill Team jusqu'à présent. J'aime vraiment, vraiment beaucoup le système. Et autant que je pense que Warcry est peut-être plus accessible. Bon, Warcry qui est une version un peu avec peu de modèles dans l'univers médiéval fantastique de Warhammer, tandis que Kill Team, c'est l'univers futuriste un peu avec des fusils, des choses comme ça. Je pense que les deux jeux sont vraiment des portes d'entrée intéressantes. Warcry est peut-être un peu plus simpliste, mais Kill Team offre vraiment beaucoup de choses, mais on réussit quand même à gérer un peu tout ce qu'il y a, parce que, je m'explique, lorsqu'on joue à Warhammer 40 000 ou à Warhammer Age of Sigmar, les gros jeux, on a souvent beaucoup d'habilités, beaucoup de choses de même, et il y a beaucoup de management qu'on peut faire, et au final, moi, je joue pas compétitif, je joue juste occasionnel, je finis par oublier le 3/4 des habilités que mes personnages ont, je me concentre sur quelques affaires, mais ultimement, je réussis pas à profiter pleinement de ces équipes-là. Tandis que dans Kill Team, il y a moins de choses qu'on peut faire différentes, et le jeu est vraiment dynamique, ça fait en sorte que avec 8 modèles sur la table, il y a certaines missions, des objectifs, des choses comme ça, et là, ça devient vraiment, vraiment intéressant parce qu'on a un côté tactique, un côté de se déplacer, on peut utiliser des jetons pour justement se cacher, ça veut dire qu'on ne pourra pas nécessairement attaquer les autres, c'est comme si on avait l'équivalent de se cacher complètement derrière d'un mur, donc c'est certain qu'on ne pourra pas se faire tirer, à moins que l'autre soit vraiment juste à côté de nous, puis qu'il nous voie en ligne directe, mais sinon, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui ont pris et qui ont transformé Kill Team, qui est une version allégée du vrai jeu, du gros jeu, en un jeu tellement unique et tellement génial. Kill Team, vraiment un gros coup de cœur pour moi ce mois-ci. Et à chaque mois, je me répète toujours, mais je veux vraiment prendre le temps, parce que je veux prendre le temps de le faire bien, mais je veux vous présenter ces jeux-là, je veux vous présenter un peu tous les éléments, tous les différents jeux que je vous parle, de vous montrer une base, de vous montrer qu'est-ce que c'est Warhammer, et de prendre vraiment quelques vidéos pour vous expliquer tranquillement, pas vite, ce bel univers-là, parce que oui, on se le cachera pas, hein, je tripe solide, j'aime beaucoup ça, et je sais que c'est pas pour tout le monde, mais encore une fois, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager mon intérêt que j'ai pour ce jeu-là. Donc, ça fait le tour de mes expériences de jeu. Ah ben oui, hein, ça n'a pas été un mois énorme en termes de quantité de jeux, quoique finalement, je finis toujours par m'emporter lorsque je discute avec vous. Et d'ailleurs, gênez-vous pas, écrivez dans les commentaires, ça me fait toujours un plaisir de savoir quels ont été vos jeux de ce mois-ci. Y a-t-il des jeux que je vous ai parlé que vous aimeriez que j'en parle plus? Encore une fois, y a-t-il des jeux que vous aimeriez voir en critique? Est-ce que vous avez essayé de ces jeux-là? Mettez-le dans les commentaires. C'est toujours très agréable de pouvoir vous lire et de pouvoir interagir avec vous. D'ailleurs, si jamais vous avez aimé la vidéo aussi, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Et si jamais ça vous intéresse de vouloir nous supporter via la plateforme Patreon, vous pouvez le faire avec le lien qui va être dans la description de la vidéo. Parlant d'ailleurs de nos Patreons, je tiens à les remercier de tout mon cœur. Alors, c'est vraiment le fun de voir le support que vous nous offrez. C'est le fun aussi de pouvoir interagir avec vous. Donc, c'est vraiment une communauté très vivante et très amusante. Je tiens d'ailleurs à remercier Martin Saint-Pierre, Vincent Mesureur, Martin Dupuis, Amélie Lantier, David Favre, Sylvain Roy, Miguel Piette, Jessica Hébert, Mathieu, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian et Marc Boudreau. Je vous dis un énorme merci. Hein, c'est vraiment agréable de voir justement le feedback qu'on peut avoir justement avec nos auditeurs. Puis ça fait en sorte que c'est un peu moins moi devant la caméra qui fait juste parler à un objectif, et c'est plus d'interagir avec la communauté. D'ailleurs, parlant d'interagir avec la communauté, très bientôt, et dans quelques dodos à peine, hein, au moment que je filme cette vidéo-là, il ne reste que quelques dodos avant le Delirium ludique. Qu'est-ce que c'est le Delirium ludique? Eh bien, c'est un événement qui va regrouper 250 personnes. Et là, encore une fois, beaucoup de choses à faire attention avec, bon, c'est certain, les restrictions de la santé publique, mais tout est très au point. L'organisateur Jeff Savoie fait ça d'une main de maître. Et là, c'est certain que ça va être un premier événement ludique depuis très longtemps. Il va y avoir certaines restrictions. Il va falloir porter un masque, des choses comme ça. Mais ça va être rien pour m'empêcher de pouvoir profiter pleinement de cet événement-là. D'ailleurs, probablement la semaine prochaine, je veux vous faire un retour sur mon Delirium. Je vais faire une vidéo spéciale juste pour mon retour. Mes expériences de jeu, vous parler un peu comment j'ai vécu cette belle expérience-là. Malgré le fait que ce soit un peu différent, je pense que le fait de pouvoir se retrouver comme ça, de pouvoir justement aller discuter aux gens, parce que oui, on se le cachera pas, moi je vais là pour les gens plus que pour les jeux. Il y a beaucoup de gens qui ils vont avoir une occasion d'essayer plein de jeux différents. Moi je vais avoir surtout une occasion de présenter plein de jeux différents, de pouvoir parler aux gens, et c'est vraiment quelque chose qui me fait carburer à travers ça. Donc un événement ludique que j'ai très hâte de participer, j'ai hâte de vous en parler également. Le Delirium pour moi, là, je compte les dodos depuis un bon bout de temps, et là ça arrive, on est tout près, donc je trouve ça vraiment génial.
Donc, ben, je pense que ça fait le tour un peu de ma vidéo. Hein. Je ne sais pas exactement ce que le mois prochain va nous apporter en termes de vidéos. Il y a quelques petites vidéos que je voudrais faire précisément, mais je pense que j'ai quand même un horaire assez ouvert là-dessus. Il y a quelques petits projets, même un projet Kickstarter que je vais vous présenter aussi. Puis encore une fois, si vous avez des idées, des fois de top, des choses comme ça, gênez-vous pas de le marquer dans les commentaires. Des fois, c'est toujours le fun d'avoir des idées rafraîchissantes, des idées différentes. Et encore une fois, juste d'avoir le pouls de la population, d'avoir vos commentaires, c'est toujours très, très apprécié. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!